Alors, on va commencer ce chapitre sur l'électricité, et donc notamment les tensions et l'intensité, par quelques petits rappels. Donc très rapidement, vous me direz s'il y a des difficultés et on verra après avec les exercices. Un circuit en série. Donc un circuit en série, c'est constitué donc de plusieurs éléments qui vont former une seule boucle, comme vous voyez ici. Parmi les éléments, on a un générateur et plusieurs dipôles. Donc ici, on reconnaît une diode électroluminescente et ici, une lampe. À partir du moment où on ouvre l'interrupteur, le circuit est ouvert. Si le circuit est ouvert, c'est que le courant ne circule plus. Le courant, donc vous devez bien sûr savoir qu'il sort de la borne plus pour aller vers la borne moins. Donc n'imaginez pas que le courant sort du plus et s'arrête au niveau de l'ouverture. Si un circuit est ouvert, le courant ne sortira pas de la pile en quelque sorte. Donc aucun des composants ne sera alimenté. De même, la particularité de la diode, c'est d'avoir un sens passant et donc un sens qui est bloquant. Le sens passant, vous voyez, c'est quand le triangle fait la petite flèche dans le sens plus vers le moins. Le sens bloquant, il va être représenté par cette petite barre devant le triangle. Donc dans l'essentiel que vous devez savoir juste ici, la notion de matériau conducteur et isolant, le fait de reconnaître un circuit série et de savoir ce qu'est un générateur et un récepteur, le sens du courant, donc la borne plus vers la borne moins, et les caractéristiques de la diode. On verra aussi dans les exercices la notion de court-circuit. Donc on peut commencer par le premier exercice, à savoir quels sont les circuits dans lesquels le courant circule, et ensuite expliquer pourquoi le courant ne circule pas dans ces circuits. Deuxième exercice, le montage ci-contre comporte deux lampes. Elles sont identiques. Est-ce qu'elles brillent lorsque l'interrupteur est ouvert? Justifiez votre réponse. Ensuite, on ferme l'interrupteur. Est-ce que L1 et L2 brillent toujours? Et si oui, leur éclat est-il le même? De même, justifiez la réponse. Donc, je vous laisse aussi le temps de répondre et on voit la correction juste après. Alors, lorsque l'interrupteur est ouvert, les deux lampes brillent car on a bien une boucle qui est fermée. Le courant a bien, voilà, du plus vers le moins, le courant a bien un chemin pour passer et rejoindre la borne moins. Il va donc passer. Par contre, la lampe 2 est court-circuitée. Elle ne va pas briller. Donc le courant passera du plus. En fait, ce qu'il faut retenir dans cette notion de court-circuit, c'est que si le courant a le choix entre passer au travers d'un fil ou passer au travers d'un dipôle, il passera au travers du fil en laissant le dipôle. Donc là, il va laisser la L2 et passer dans le L1. Du coup, L1 recevra toute l'énergie, pour l'instant on va rester sur le terme d'énergie, que lui fournit le générateur, et donc il va briller davantage. À vous de faire la même chose avec cet exercice-là, on corrigera plus tard. Deuxième partie, donc vous savez qu'il existe les circuits série qu'on vient de voir, et en parallèle, on a aussi ce qu'on appelle les circuits en dérivation. Les circuits en dérivation ont plusieurs boucles. Vous voyez ici, on a le générateur et ensuite, on va avoir la grande boucle ici extérieure représentée en bleu et la petite boucle ici représentée en vert. Quel est l'avantage des circuits en dérivation? En fait, les circuits en dérivation, elles vont permettre de fournir un passage si le circuit est ouvert. Par exemple, on va prendre les guirlandes de Noël. Si on a une ampoule qui est grillée, toutes les autres ampoules fonctionnent quand même, dans l'idéal, si le circuit a été fait en dérivation, bien sûr. Donc vous voyez bien, si vous avez la lampe du couloir qui est grillée, la lampe de votre chambre fonctionne quand même. Or, si ça avait été un circuit en série, comme on l'avait vu précédemment, le fait d'avoir, on peut reprendre ici, le fait d'avoir notre lampe
qui est grillé et qui va faire donc une ouverture dans le circuit, le courant ne circulera plus. Donc voilà pour les circuits en dérivation. De la même manière, par contre, le court-circuit d'un circuit en dérivation est très dangereux. Si j'offre la possibilité au courant de passer uniquement par des fils, vous vous souvenez ce que j'ai dit précédemment, le courant va choisir ce chemin-là, ce qui fait qu'il va là circuler uniquement dans les fils, et donc il va y avoir une surchauffe et un court-circuit. C'est pour éviter ce genre de problème que l'on va mettre en place des disjoncteurs. Donc là, vous devez donc retenir que dans un montage en série, quand un dipôle est défectueux, le circuit s'ouvre, ce que je viens de vous dire à l'instant, et que donc, à l'inverse, quand un dipôle est défectueux dans un circuit en dérivation, le courant continue à alimenter les autres. Le fait de court-circuiter un dipôle dans un circuit en dérivation entraîne un court-circuit automatiquement. Vous pouvez retenir court-circuit dans le sens que le circuit devient beaucoup plus court. Vous voyez, il n'a plus à passer par toutes les boucles. Donc, on a court-circuité le circuit, lui. Ensuite, dans une installation électrique, comme la maison, les appareils sont en dérivation et le disjoncteur protège l'ensemble des appareils. Une tension délivrée par les prises de courant de 230 volts est une tension plutôt dangereuse. Là, vous avez un exercice où on vous propose plusieurs éléments pour décrire un circuit. À vous d'identifier le schéma et dire à chaque fois pourquoi il respecte le cahier des charges ou pourquoi il ne le respecte pas. Partie suivante, la tension et l'intensité. Alors là, je vais à l'essentiel, l'histoire de vous rappeler les choses. La tension se mesure en volts et elle est symbolisée par un U. On la mesure à l'aide d'un voltmètre et le voltmètre, on va le placer en dérivation, c'est-à-dire aux bornes de notre appareil. Vous l'avez ici sur le schéma. La tension entre les bornes du générateur, ça permet d'établir un courant dans un circuit fermé. L'intensité I, elle va se mesurer en ampères à l'aide d'un ampère-mètre. Et l'ampère-mètre, on le placera donc en série. Deux choses à retenir, la tension nominale et l'intensité nominale, ce sont les valeurs que le fabricant indique. Et donc si vous ne fournissez pas la tension nominale et l'intensité nominale à l'appareil indiqué par le fabricant, eh bien, l'appareil ne fonctionnera pas normalement. Donc là, on est vraiment sur rappel, tension, intensité. À partir de là, on va avoir des lois. Les lois de la tension et les lois de l'intensité. Les lois de la tension, on va se placer là dans le cas d'un circuit qui va être en série. Dans un circuit en série, les tensions s'additionnent. Et les intensités, elles, sont égales. Vous voyez, ce qui fait sens puisque l'intensité, elle va se mesurer dans le circuit. Donc on peut retenir que peu importe à quel endroit du circuit on est, en fait on aura toujours la même chose. Alors que par rapport à la tension, on vient prendre les particularités de chaque appareil. Donc si on prend une particularité, là par exemple on prend L2 en particulier, et on s'intéresse à la valeur de L2, on se met en dérivation. Donc on peut imaginer que L2 est particulier, il peut avoir une valeur particulière. Si on se met maintenant dans un circuit en dérivation, alors vous allez me dire, madame, ce que vous nous avez dit précédemment, ça ne va pas être applicable ici. Eh bien si, c'est applicable parce que, en termes de moyens mémotechniques, bien entendu, parce que si je reprends, alors attendez, je cherche mon crayon, hop, lorsqu'on ici, on se positionne, vous voyez, hop, il se positionne ici, ouais, c'est pas flagrant, mais c'est pas génial pour montrer. Au pire, je mettrai des flèches au montage.
Donc, il va se positionner entre les bornes de mon générateur. Mais si j'éloigne un petit peu, vous voyez que finalement, on prend l'ensemble du circuit. Vous voyez, on aura mon voltmètre. Et donc, il est normal que ce qui se passe entre ici et ici soit la même chose qu'entre là et là, soit la même chose entre là et là. Ce n'est que la prolongation des traits. Vous voyez, le fait d'avoir ces petits moyens mémotechniques, vous pouvez retrouver. L'idéal étant de les connaître et de les apprendre. Là, c'est pareil. On était dans un circuit série, donc dans une boucle. Donc, on peut imaginer très facilement, de peu importe où on est sur la boucle, toutes les intensités sont égales. Là, on est dans des traits différents, donc les intensités peuvent être différentes. IG est égal à I1 plus I2. Donc voilà, en retenant simplement le fait que la tension se mesure en dérivation et que l'intensité se mesure en série, va vous permettre de vous dire que l'intensité se mesure en série, donc dans les circuits en série, elle est égale. La tension se mesure en dérivation, donc dans les circuits en dérivation, elle est égale. Petit exercice d'application. Le second exercice. Pour terminer avec la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, on est encore sur une formule avec trois grandeurs. Donc vous savez comment fonctionnent ces formules-là. Vous pouvez en apprendre une et les retrouver avec la méthode du triangle. Alors, c'est quoi la loi d'Ohm? La loi d'Ohm, en fait, elle va parler des résistances. Alors, on va appeler résistance. En fait, un résisteur, c'est un composant que vous avez ici en rectangle qui va opposer une résistance. Donc, en fait, le composant s'appelle résistor, mais par abus de langage, on a tendance à l'appeler aussi résistance. Je vous donne les deux termes, on ne sait jamais sur quoi vous tomberez le jour du brevet. Donc, ce résistor va avoir une résistance, c'est-à-dire il va résister au passage du courant. On va lui donner de l'énergie électrique, il va résister. En résistant, imaginez-vous que quelqu'un vous pousse et que vous résistez à cette pression, il va avoir un effet Joule, il va chauffer au même titre que vous, vos muscles, vous allez chauffer. Et donc cet effet Joule va transmettre une énergie thermique. On va donc avoir une perte d'énergie, une conversion d'énergie, puisque l'énergie ne se perd pas. Comment on mesure cette résistance? En fait, c'est le petit r qui est ici. On a la formule de U égale RI, où R est égal à I sur U. U, bien évidemment, c'est la tension en volts, I étant l'intensité en ampères. Puisque on est sous la forme de U égale R fois I, forcément, on va avoir une situation de proportionnalité. C'est-à-dire, ma résistance, c'est toujours la même, mon résisteur est identique. Si j'augmente la tension de mon circuit, l'intensité va augmenter aussi, et il va y avoir un facteur de proportionnalité qui est la résistance. Ok? Donc, de ce que vous devez retenir, c'est le fait que le résisteur, que la résistance d'un résisteur donc, se mesure en ohm avec un ohmmètre, et que donc elle va avoir comme effet de diminuer l'intensité du courant. Ensuite, le troisième point, lorsqu'il est traversé par un courant électrique, un résistor convertit l'énergie électrique en énergie thermique. C'est l'effet Joule. Et en fait, c'est exactement comme ça que fonctionnent les chauffages électriques, que fonctionne votre four. Ce qu'il y a la résistance, justement, on appelle la résistance d'un four, c'est parce qu'il résiste au courant et donc ça produit la chaleur. C'est comme ça que fonctionne aussi le sèche-cheveux. On a donc la loi d'Ohm qui se traduit par la relation mathématique U égale RI. Et ça se caractérise donc par cette droite qui passe par l'origine. Et on termine donc par un petit exercice. Vous avez le corrigé juste ici. À vous de refaire la même chose. Pensez bien à cliquer à la fin pour m'envoyer tous les résultats.